Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant pour ce recto verso intitulé France des Tours, France des Bourgs, même combat, point d'interrogation. Peut-être on peut fermer la porte. On va être obligé de fermer la porte, enfin les portes. Donc France des Tours, France des Bourgs, même combat, point d'interrogation. Vous le savez, depuis une quinzaine d'années, les inégalités spatiales se sont accrues en France. Des rapports multiples de l'INSEE, de France Stratégie, mais aussi émanant de la Commission européenne, soulignent une aggravation des disparités territoriales et de puissants mécanismes de concentration sociale. Cette question de la ségrégation spatiale, elle s'est en même temps imposée avec force dans l'agenda politique et dans le débat public et médiatique sous une forme pour le coup un peu inédite. Jusqu'à présent, la question de la ségrégation spatiale, elle était abordée essentiellement sous l'angle de la ségrégation urbaine, notamment dans les métropoles, avec la concentration des plus pauvres dans les quartiers populaires dits prioritaires pour aller vite en banlieue. Mais aujourd'hui, la question des disparités territoriales, elle est abordée en opposant deux types d'espaces. D'un côté, on a des métropoles supposées concentrer toutes les populations les plus riches, tous les capitaux privés et tous les investissements publics, et dont les territoires en difficulté, parce qu'ils existent évidemment quand même, capteraient massivement à la fois l'attention publique et les investissements. Et puis de l'autre, on aurait des territoires ruraux qui seraient frappés à la fois par la désindustrialisation, l'hémorragie des services publics et un abandon généralisé. Donc France des Tours versus France des Bourgs. J'ai cherché l'expression, l'origine de l'expression. Elle n'est pas très certaine. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été popularisée récemment par le député LFI François Ruffin. Mais elle est surtout, vous le savez, largement reprise comme socle théorique par une partie importante d'abord de l'extrême droite et puis maintenant beaucoup de la droite. Donc je vous propose pendant 45 minutes, 43 minutes 33, me dit le décompte, d'interroger cette opposition entre ces deux Frances. Comment est-ce qu'elle est apparue? Quelle réalité elle recoupe? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt parler d'un destin commun des quartiers populaires où qu'ils soient? Et qu'est-ce que dépasser cette opposition permettrait de voir qu'on ne voit pas quand on se contente de renvoyer dos à dos urbanité et ruralité? Et puis enfin, on se demandera bien sûr s'il est opportun de développer une action publique commune à l'endroit de ces supposés deux France. Alors pour répondre à ces questions passionnantes, nous sommes cet après-midi avec Philippe Rio. Bonjour. Vous êtes le maire de Grigny dans l'Essonne, une ville de banlieue emblématique, on pourrait dire, à la fois dans l'imaginaire collectif français, mais aussi dans les chiffres. Pour mémoire ou pour info, 85% des habitants de Grigny vivent dans des QPV. Je donne deux autres chiffres. 28% des jeunes sont au chômage. C'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, mais c'est quand même beaucoup plus que la moyenne nationale, 17% dans le reste de la France. Et le taux de pauvreté avoisine les 45%, ce qui fait de Grigny, et j'imagine que c'est un titre dont vous seriez bien passé, la ville la plus pauvre de France métropolitaine. Nous sommes aussi avec Max Rousseau, bonjour. Vous êtes géographe, politiste, vous êtes professeur d'études urbaines à l'ENTPE, qui n'est pas l'acronyme de je ne sais pas quoi, mais qui est l'école de l'aménagement durable des territoires. C'est une école qui se trouve à Vaux-en-Velin. Vous travaillez sur les inégalités spatiales, sur les territoires en déclin. Il va falloir que vous preniez un micro à un moment. Et vous êtes surtout le co-auteur d'un dossier passionnant intitulé « Politique des territoires délaissés » qui a été publié dans la revue Mouvement fin 2024. Max Rousseau, je commence avec vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un tableau un peu plus précis de ces inégalités spatiales évoquées ce matin par plusieurs personnes, dont Renaud Epstein, et évoquées là dans cette introduction? Les études montrent qu'on est dans un territoire de plus en plus fragmenté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, bonjour à toutes et à tous, merci Camille. En fait, ce que montrent les études, donc là on a pas mal parlé de la France, mais déjà je pense que ce qui serait intéressant serait de commencer par comprendre que la France elle n'est pas isolée, hein, et qu'en fait ce que je vais décrire ça concerne à peu près tous les pays des Nord et puis une partie des pays des Sud également. En gros, grosso modo, ce que dit la recherche, notamment en géographie économique, c'est que les inégalités territoriales
Enfin, bon, déjà, ça dépend. Enfin, pardon, excusez-moi. En fait, au niveau on peut commencer par réfléchir en termes d'échelle. C'est vrai qu'au niveau de l'échelle internationale, globale, disons, les inégalités entre les nations ont tendance à diminuer sous l'effet de la globalisation. Ce qui est un argument qui est d'ailleurs régulièrement rappelé par les promoteurs de la globalisation. Par contre, ce qui est vrai également, c'est que les inégalités à l'intérieur des territoires nationaux, donc les inégalités nationales et infranationales, ont tendance à augmenter, et ce également à toutes les échelles. Alors comment est-ce qu'elles ont augmenté ? Elles ont augmenté, en fait, elles ont diminué du début du XXe siècle jusqu'aux années 70-80, puis ensuite elles ont recommencé à augmenter par paliers à partir des années 80, puis plus franchement à partir de 2008 et de la crise financière et de ses conséquences sur l'économie productive des pays du Nord. Et puis encore récemment sous l'effet des politiques d'austérité et de leurs effets spatialisés. Voilà. Donc, on peut peut-être dire que le territoire est de plus en plus fragmenté et que ça suit l'histoire de la désindustrialisation des bassins miniers, vous me disiez. Peut-être qu'on peut faire une géographie. Là, alors, il y a plusieurs éléments. Donc, effectivement, vous avez raison. La désindustrialisation, c'est un facteur, un processus économique important qui explique en grande partie, oui, ce creusement des inégalités, parce que l'industrialisation dans un pays comme la France, mais c'est valable également, encore une fois, de l'Allemagne, de l'Italie, était à peu près répartie sur l'ensemble du territoire, avec des spécialisations par branche industrielle selon les grandes régions, la sidérurgie, le textile, la métallurgie, etc., les mines. Et puis, au fur et à mesure de l'entrée en compétition de ces différentes branches, les territoires sont entrés en crise à leur tour, à partir des années... ça a commencé par le textile, en fait, dès la fin des années 50-60, puis les différentes branches, au fur et à mesure de l'ouverture des marchés, sont entrées en crise, entraînant avec elles une déstabilisation des territoires. Après les banlieues, ça a été les banlieues ? Alors, en fait, donc, historiquement, les premiers territoires qui vont commencer à plonger dans l'époque récente, je ne vais pas remonter à la préhistoire non plus, mais ça va être plutôt les territoires ruraux enclavés à partir de la fin du 19e siècle, un phénomène qu'on appelle l'exode rural, je pense que tout le monde en est conscient ici, avec des départements comme l'Ardèche, la Creuse, des départements avec une agriculture peu productive, tournés vers l'élevage notamment, qui vont perdre leur force vive et qui vont jamais, au bout d'un siècle et demi, retrouver la densité qu'ils pouvaient posséder il y a un siècle et demi. Ensuite, à partir de la fin des années 60 et du début des années 70, on a d'autres types de territoires qui vont entrer en crise, à peu près simultanément d'ailleurs. Donc les villes moyennes, une partie des villes moyennes, donc les villes industrielles, type je sais pas, Montluçon, Nevers, enfin les villes de ce qu'on appelle peut-être encore la diagonale du vide notamment, donc des villes assez isolées, mal desservies et puis dotées de spécialités industrielles fragiles. Et puis à partir de la fin des années 70, ça va être effectivement plutôt les banlieues qui avaient été créées autour de l'industrialisation qui vont plonger à leur tour. Après, ces territoires ne disposent pas des mêmes types d'atouts et on pourra en venir là-dessus après. C'est pour ça aussi, sans doute, je pense que cette opposition s'est structurée avec les effets délétères qui ont bien été exposés par Renaud ce matin. Dernier type de communes qui vont entrer en crise, ça va être, et ça c'est assez surprenant pour un pays comme la France, qui est un pays qui dispose d'un État fort historiquement. Voilà, la France est le modèle même de l'État fort si on compare à l'Angleterre ou aux États-Unis. Ça va être les villes administratives qui vont être touchées par le New Public Management à partir de la fin des années 2000, du tournant Sarkozy, puis poursuivi ensuite par les présidences successives, ce qui va se traduire par un recul de l'État sur des services publics, des fermetures par exemple de tribunaux de maternité, de garnisons. Je pourrais prendre l'exemple d'une ville comme Châlons-en-Champagne, qui n'était pas une ville industrielle, mais qui a perdu son chef-lieu de région et simultanément sa garnison, ce qui s'est traduit mécaniquement par des pertes d'habitants et une entrée de la ville en déclin dans les années 2010. Et là, ces 15 dernières années, il y a eu aussi donc la crise financière, non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, et puis ce que vous appelez la numérisation des services publics, qui en fait a eu un effet en fait cumulatif, c'est-à-dire plus on est ségrégé, plus on est ségrégé. Enfin, ça, c'est une sorte de spirale infernale. En fait, ce qu'on essaie d'écrire dans le numéro, mais on s'appuie sur beaucoup de travaux en France comme à l'étranger, c'est qu'il y a deux processus principaux qui vont s'articuler. En fait, c'est d'une part des processus économiques macro, donc notamment la désindustrialisation, et l'entrée inégale dans les services qui va plutôt bénéficier, c'est vrai, à certains axes assez bien connectés, donc notamment les grandes villes, mais pas que. Le littoraux, par exemple, vont bien tirer leur épingle du jeu dans l'économie résidentielle, qui commence à structurer les pays post-industriels comme la France. Donc ça, c'est le premier grand processus, le processus macroéconomique. Deuxième processus qui vient accentuer et redoubler les effets du premier, c'est un processus plutôt politique,
qu'on peut qualifier de néolibéralisme, hein, c'est-à-dire qui va, à partir des années 80, s'imposer et qui va consister à plutôt appuyer, à renforcer la croissance dans les territoires qui sont supposés être les plus compétitifs dans la nouvelle économie post-industrielle et globalisée. Donc en premier lieu, effectivement, certaines zones des grandes métropoles, et pas toutes, c'est pour ça qu'encore une fois, il faut prendre ces distances, mais d'autres territoires qui vont être très bien connectés. Les régions frontalières, par exemple, vont pouvoir bénéficier de ce type de politique, au détriment d'autres régions qui seront moins stratégiques. Je sais pas, par exemple, la semaine dernière, j'étais à la Grand-Combe, dans les Cévennes, c'est une ville minière, qui faisait 15 000 habitants dans les années 80, qui en fait plus que 5 000 aujourd'hui. Clairement, ce n'est pas considéré comme un territoire hautement stratégique, hein, pour l'État français, quoi. Philippe Rio, est-ce qu'on n'a que 2 micros, je suis désolée. Contrairement à ce qu'on peut entendre ici et là, cette ségrégation spatiale, elle s'est aussi aggravée dans les territoires métropolitains. Et en tout cas, vous, maire de Grigny, vous dites que, quels que soient les indices qu'on regarde dans les quartiers prioritaires, voilà, ils sont très en dessous de la moyenne. Santé, école, accès aux services publics, chômage, accès au transport. Merci pour l'invitation, d'abord. En 2018, avec Jean-Louis Borloo, un an après l'appel de Grigny, on travaille collectivement avec des hauts fonctionnaires, des élus locaux. Jean-Louis était le chef de meute, à un rapport qui avait un titre qui est au cœur du sujet que vous posez aujourd'hui. Ce rapport qui avait pour titre de mémoire « Vivre en grand, vivre ensemble, la République, pour une réconciliation nationale ». Je vous invite tous à relire la première page et pas les 19 actions. Je ne dis pas qu'il faut les jeter à la poubelle, hein, les 19 actions. Certains l'ont fait. Et c'est bien dommage. Par contre, relire l'introduction est extrêmement importante parce que nous ne partons pas de la problématique des quartiers populaires. Nous disons que dans ce pays, il y a des inégalités sociales, spatiales, qui fracturent le pays et qui est un danger pour l'unité de notre pays. Et nous égrenons les territoires, un à un, en commençant par les territoires ultramarins, en passant par les territoires de bassins de reconversion industrielle, qui ont été mentionnés, et en passant par les territoires ruraux délaissés, ou ce que statistiquement ils appellent, en tout cas dans le monde de la recherche, le rural dispersé. Je crois que c'est le terme qui est utilisé. Et donc, et bien évidemment les quartiers populaires. Et nous disons que nous vivons objectivement des inégalités et que le sentiment d'abandon de la République est extrêmement puissant dans ces territoires et que c'est un peu une bombe à retardement. Qu'il y a des particularités, notamment chez les ultramarins et dans les quartiers populaires, parce que nous avons une particularité par rapport aux territoires ruraux ou bassins de reconversion. Nous avons une population qui est extrêmement jeune. Et donc, nous sommes une partie de l'avenir de ce pays. Et donc, soit on fait avec, et si on ne fait pas avec, en fait, on fait contre. Et donc, ce thème-là, il a guidé beaucoup de nos réflexions à quelques-uns. On se disait, mais pourquoi parler des autres alors que nous, on sent... Et non, on continue à se dire que ce sujet est au cœur de la société française. Et presque 10 ans après, on se retrouve aujourd'hui avec ce thème instrumentalisé politiquement, travaillé électoralement, de division de la France pour des enjeux de stratégie politique qui, aujourd'hui, minent le pacte républicain, qui est déjà bien attaqué, et qui pose question sur une France qui se divise ou une France qui s'unit. Et donc, moi, en tout cas, ça m'a ouvert les yeux, maire d'une ville, vous l'avez dit, emblématique, QPV, de se dire, mais il y a d'autres territoires qui sont en danger. Et donc, tout le travail que nous avons mené avec quelques-uns, c'est de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre dans ces territoires et mieux faire en sorte que chaque fois que nous étions invités, compris médiatiquement, ben moi j'aime à dire qu'il y a 15 millions de nos concitoyens. Voilà, c'est le chiffre. C'est 15 millions de nos concitoyens qui vivent dans des territoires où l'accès aux soins, où la promesse républicaine
est un peu plus difficile. Alors nous avons encore une fois nos particularités, nos singularités. Je vous invite d'ailleurs à regarder un sondage qui est sorti la semaine dernière, un sondage IFOP Coffee News de mémoire, et pas CNews, hein, Coffee News, qui a travaillé sur la question des banlieues et des ruralités. Nous étions à Évreux avec une initiative assez étonnante, mais comme quoi les élus, des fois, locaux, ça sert à quelque chose, entre l'Association des maires ruraux de France, son président, qui est des Vosges, est venu à Évreux avec le président de Ville et Banlieue, Gilles Leproust, maire d'Allonne, et nous nous sommes retrouvés autour d'un manifeste pour dire que, oui, entre les territoires ruraux particulièrement délaissés, et les sondages le montrent, à peu près 3 quarts des ruraux et des habitants des quartiers politiques se sentent les grands perdants des politiques mises en œuvre depuis 2017. On partage en tout cas très clairement un sentiment, et ce qui est très bien, je ne suis pas là en tant que sociologue, hein, mais j'aime bien regarder quand même les chiffres, ils veulent dire des choses. Plus vous êtes isolé ruralement, plus vous êtes dans les quartiers populaires, et pas uniquement dans le périphérique, plus vous avez le sentiment d'être les grands perdants de ces 10 dernières années de politique publique qui ont été menées dans ce pays. Et donc, l'enjeu qui est devant nous, c'est soit on continue à se diviser, et donc à s'affronter. Certains le font d'ailleurs très bien sur les réseaux sociaux. Ça ressemble des fois un peu, je trouve qu'il y a un côté un peu guerre civile, hein. Mais il y a des faits qui sont quand même marquants dans notre pays actuellement. Soit on considère que la réconciliation nationale est un objet le plus précieux, et on travaille les uns et les autres à la hauteur de nos moyens pour faire réconciliation nationale et pour réussir cette France, parce que sinon, moi je pense qu'on sera tous les grands perdants de cette division. Cette division, Max Rousseau, entre deux France, voilà, qui est très alimentée médiatiquement, et surtout d'ailleurs depuis 2018 et le mouvement des Gilets jaunes, vous vous rappelez qu'en fait, elle date pas du tout d'aujourd'hui. Opposer France urbaine et France rurale, c'est quelque chose d'assez ancien. Ouais, alors aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une métropolophobie qui s'est développée depuis une quinzaine d'années, mais disons une détestation des métropoles. Mais par contre, ouais, si on reprend les racines un peu du processus, la France, c'est un pays qui a développé des courants de pensée, disons, urbaphobes depuis assez longtemps. Donc on peut s'amuser à en faire l'histoire. Peut-être que ça remonterait aux Lumières, en fait, qui avait déjà une pensée parfois assez hostile à la grande ville, hein. Mais surtout, la droite nationaliste qui va structurer, disons, dans la deuxième moitié du 19e siècle, autour de la rivalité avec l'Allemagne, par exemple, va utiliser assez fréquemment une pensée anti-urbaine, dont Paris, hein, et les quartiers populaires, parce qu'à l'époque, Paris n'est pas gentrifié comme aujourd'hui, hein, bien sûr. Le Paris médiéval est surpeuplé, occupé par des catégories, des classes laborieuses, comme on dit. Classe laborieuse, classe dangereuse, on va poser l'équivalence dès la deuxième partie du XIXe siècle, qui va se traduire notamment par les opérations de démolition-rénovation de Haussmann, qui vont commencer à expulser une partie de ces populations. Voilà, donc au tournant du XXe siècle, on a la pensée de la droite dure, l'extrême droite, disons, moderne, qui commence à se structurer autour de l'Action française, par exemple, qui va avoir une pensée c'est le grand moment de l'exode rural, et donc une grande nostalgie, avec des écrivains comme Barrès, etc., qui vont exalter la grandeur perdue de la France des terroirs, des églises, et puis la dissolution de cette France vraie dans les quartiers surpeuplés, qui se rebellent régulièrement, c'est vrai d'ailleurs, des grandes villes. Voilà. Donc cette pensée-là, elle a toujours été présente dans un pays comme la France, mais pas qu'en France, hein. Si on prend l'Angleterre ou les États-Unis, en France c'est plus surprenant parce que la bourgeoisie est toujours restée dans les centres-villes, hein. Elle a toujours marqué sa présence, mais ça n'a pas empêché d'avoir cette pensée urbaphobe d'être structurante. Après ça va, ça vient, c'est cyclique, et dans les années 60-70, cette pensée va plutôt diminuer parce que c'est la grande heure de l'aménagement du territoire. Et puis c'est pas très surprenant qu'elle ressurgisse au milieu des années 2010. Après, je voudrais nuancer mon propos. Alors, la pensée urbaphobe, elle est d'une part l'extrême droite, c'est vrai, et l'extrême droite a très bien compris son intérêt à opposer les deux France, et c'est les principaux gagnants de cette opposition. Ça ne marche pas qu'en France. Ces oppositions binaires, on les retrouve à peu près partout, hein, et on a des expressions pour se désigner les parties des pays en déclin en Espagne, en Italie, un peu partout.
Mais on trouve également une pensée urbaphobe de gauche, des mouvements d'écologie profonde, de deep ecology, qui commencent aussi à gagner et qui s'est beaucoup manifesté, par exemple, au moment du débat assez extraordinaire sur l'exode urbain pendant le Covid. Il y a aussi cette expression de France périphérique qui a connu un succès immense. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous nous dites qu'elle vous paraît quand même assez faible scientifiquement. Quand elle est sortie, je me suis dit tout d'abord que c'était pas une mauvaise chose parce qu'elle avait le mérite de poser sur la table la question des inégalités territoriales. Et je pense qu'on doit penser conjointement les inégalités sociales et territoriales. Elles ne s'opposent pas, elles ont plutôt tendance à se renforcer. Après, oui, force est de constater que ce concept a pris beaucoup trop d'ampleur et surtout a été totalement détourné politiquement. C'est n'importe quoi. Si on ne peut pas dire qu'il y a un groupe de métropoles qui s'en sortent très bien et qui s'opposent au reste. Il y a des métropoles qui vont mal. Par exemple, je sais pas, l'agglomération du bassin minier autour de Douai-Lens, c'est une concentration humaine de plus de 500 000 habitants, je pense, d'après l'INSEE. Les indicateurs sociaux sont très négatifs. Si on prend des villes qui ont souffert de restructuration industrielle ou portuaire, comme Le Havre ou Saint-Étienne, qui est une ville que je connais bien, qui est une ville en déclin ou en stagnation au mieux depuis la fin des années 70, la fermeture de Manu France et des mines, on n'est pas dans des métropoles gagnantes de la métropolisation, loin de là. Inversement, je pourrais décliner ces inégalités absolument à toutes les échelles. Aussi valable pour des banlieues. On a des banlieues effectivement pauvres, on a des banlieues très riches dans l'ouest parisien, mais à peu près partout. On a des territoires ruraux, parce que j'aime pas trop ce terme de ruralité au pluriel, je pense qu'il n'a aucun sens, mais on a des espaces de faible densité, disons, très attractifs, comme le Luberon, d'autres qui sont très pauvres, comme je sais pas, les Cévennes par exemple. Et donc on pourrait décliner ces inégalités à peu près. Alors le pire étant sans doute la catégorie de ville moyenne, qui est une catégorie d'action publique qui n'a absolument aucun sens, puisqu'elle regroupe des villes comme Montluçon, qui devait faire 60 000 habitants à la fin des années 60, en fait plus que 30 000. Donc dans 50 ans, si on continue la courbe, il n'y aura plus de Montluçon. Et une ville comme par exemple Saint-Malo, qui doit faire à peu près 45 000 habitants aujourd'hui, qui en faisait 35 000 seulement au début des années 70-80. Voilà, donc on est dans deux types de villes qui sont catégorisées de la même manière, mais qui connaissent des trajectoires sociales, économiques et politiques qui n'ont absolument rien à voir. Philippe Rieu, donc cette rhétorique d'une France rurale délaissée au profit de banlieues qui capterait tout l'argent public, on l'a entendu ce matin avec des chiffres très précis sur les transferts sociaux à l'endroit des QPV. Vous nous avez aussi rappelé que ça n'avait aucune réalité. Comment vous expliquez tout à coup ces quartiers populaires de banlieue soient sous un feu roulant d'attaque? On a l'impression que là vraiment il y a un ciblage très précis, quoi. Ça fait partie du récit politique de division de la France. Soyons lucides les uns les autres. Pointer du doigt le pognon de dingue qui irait... je suis vraiment déçu. Je ne suis pas venu ce matin, je regrette, il paraît qu'il s'est passé plein de trucs. C'était super. On m'a fait des résumés, mais je pense que c'était mieux que les résumés synthétiques que j'ai pu avoir des uns et des autres. Non, oui, ce pognon de dingue fait partie de ce récit de division et d'opposition. C'est un marqueur pour dire que là où on a 30% de besoins en plus et 30% d'argent en moins, le moindre centime et denier public mis devient quelque chose d'insupportable. Et donc c'est parfaitement instrumentalisé journalistiquement, médiatiquement, politiquement parlant, y compris par certains élus, voire élus locaux. Et dans tout ça, j'en profite de dire que la politique de la ville et l'ANRU est le symbole de ça. Dans ce pays, depuis 5 ans, ce pays prend conscience, j'entends un peu, on ne fait plus d'aménagement du territoire, on ne fait plus de planification dans ce pays, il y a un truc qui manque tout à volo, on ne sait plus ce qui se passe, on court derrière, on fait plein d'appels à projets pour essayer de faire des trucs, mais qui ne sont pas durables, et on s'interroge. Et puis, si on y regarde de près, moi je considère qu'il n'y a qu'une politique d'aménagement qui existe dans ce pays. Ça s'appelle l'Agence nationale de rénovation urbaine. Elle est née sous Chirac, elle a passé Sarkozy, elle est passée sous Hollande. Et comment ça va se terminer sous la mandature du président Macron? Peut-être aura-t-on une réponse demain. En tout cas, c'est une politique publique qui a évolué, qui est une politique d'aménagement du territoire, qui, le avant-après, est une réalité, avec ses échecs, avec ses contradictions, mais qui n'a pas été remise en cause et qui aujourd'hui, en tout cas chez les élus locaux, est
est un niveau de satisfaction comme aucune autre politique nationale. Et donc j'ai envie de dire, bien évidemment, c'est facile de mettre de la jalousie et de créer des jalousies, de fabriquer de la jalousie pour dire putain, il y a un truc qui marche. Alors effectivement, les sommes sont importantes, mais l'État ne met pas d'argent, parce que c'est aussi le mythe pour montrer qu'il se passe des trucs en banlieue, mais l'État n'en met pas beaucoup dans l'ANRU, que ce soit dans le 1 ou le 2. Je dis toujours que ce sont les salariés et les locataires qui payent d'abord et avant tout leur rénovation urbaine et leurs conditions d'habitat. Et que comme ils contribuent à la richesse de ce pays, ils ont le droit d'avoir en retour un habitat digne. Et des conditions de ville, pour faire simple, de qualité. Maintenant, la question qui est rarement posée par nos politiques, c'est est-ce que, je ne sais pas, demain, dans l'évolution que certains réclament, ça ne s'appelle pas l'Agence nationale des ruralités et de l'urbanité, j'en sais rien. On gardera un U, on pourra mettre un E pour faire écologique à la fin, si vous voulez, parce qu'on doit travailler sur cette question du réchauffement climatique. Mais tout ça, c'est du grand bluff. Tout ça est orchestré de main de maître. Et effectivement, on recule et on se dit aujourd'hui, ah ouais, quand même, ça coûte cher. Putain, on va peut-être arrêter, quoi. Et tout le monde est tétanisé parce que, et je terminerai par quelque chose, à partir des Gilets jaunes, commence à pointer du doigt une politique territoriale sur d'autres secteurs. Il y a des logos qui sont passés, ça s'appelle comment, aidez-moi, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Village d'avenir, Centre-bourg de quoi? Ah non, c'est une bêtise, il ne faut pas que j'écoute Renaud Epstein. On m'avait dit, s'il dit des trucs, tu ne l'écoutes pas. S'il te souffle des trucs. Et donc, on voit apparaître en fait une politique d'aménagement, c'est ça que je veux montrer, qui se dessine, là aussi avec des avantages, des inconvénients. Moi, je connais des collègues maires, ils trouvent ça génial. Le support de l'ingénierie de la NCT, c'est bien. L'Agence nationale d'amélioration de l'habitat qui se penche autrement sur les sujets, tout ça est plutôt bien. Donc, se dessine, mais en opposition toujours à l'Agence nationale de rénovation urbaine. Ces territoires ont besoin d'une intervention publique, ont besoin d'aménagement du territoire. Et donc, dans ce pays, on est complètement dingo. On continue à s'opposer les uns les autres alors qu'on a tout pour faire, les outils, l'intelligence collective. Moi, je suis assez étonné de voir autant de personnes dans ces journées. On est monté d'un cran en matière de capacité de faire des choses intelligentes dans notre pays pour résoudre les problèmes de ce pays, qui est assez d'un niveau assez important. Hein. Il y a des gens qui sont bien formés aujourd'hui pour bien accompagner les décideurs locaux et les décideurs nationaux. Max Rousseau, Philippe Rio opposait. Alors, quand nous avions préparé ensemble, Philippe Rio, ce recto verso, vous me disiez l'ANRU, c'est un arbre qui cache un désert. Bon, c'était pas tout à fait parce qu'il a ces petites. Enfin, c'est pas des petites d'ailleurs. Pardon à la NCT si elle est ici, mais voilà. Max Rousseau, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rattrapage là dans les ruralités? C'est un mot que vous détestez. Est-ce que c'est évidemment, on n'est pas du tout à la hauteur de l'action portée par l'ANRU? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces programmes dont parlait Philippe Rio? Je pense que c'est des programmes qui sont quand même assez nettement des programmes symboliques avant tout, parce que si on regarde les chiffres, ils sont quand même pas ouf. Il y a 3 millions, je crois, 3 milliards pardon, pour le programme sur Action Cœur de Ville, pour 200 villes peut-être. Rien que les JO de Paris, ça doit être 15 milliards, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans des catégories symboliques, mais qui ont le mérite d'exister. Après, voilà. Donc ça, c'est le premier élément de critique. On peut dire que c'est de l'affichage. Le deuxième élément de critique, on pourrait critiquer la taille, le nombre de localités qui sont incluses dans ces programmes, qui pourraient revenir à du saupoudrage, dont on sait très bien qu'en général, c'est pas forcément une action publique la plus efficace. Le dernier élément de critique qui a été apporté par mes collègues, c'est qu'en fait, on ne va pas avoir des politiques place-based, comme diraient les Anglais, c'est-à-dire localisées, qui vont s'appuyer sur des spécificités locales, qui vont être contextualisées, mais plutôt des politiques standardisées, qui vont dupliquer des modèles qui sont avant tout des modèles métropolitains, des modèles d'attractivité. Donc ça attractivité, compétition territoriale, retour à la croissance, etc. Par des actions sur le cadre de vie, sur le bâti, qui sont pas du tout, j'ai rien contre, mais ça me rappelle, moi j'ai vécu longtemps au Maroc et effectivement dans les endroits en déclin, il y en a beaucoup au Maroc, la moitié du pays quasiment maintenant
l'action de l'État, ce qui s'appelle la mise à niveau. Donc, c'est effectivement refaire un peu des actions physiques, mais dont on peine qui n'indiquent absolument pas d'ailleurs la fuite des habitants hors de ces localités. Voilà. Avant de passer à la conclusion, et on prendra des questions du public, vous pouvez les envoyer. Je voulais quand même qu'on revienne sur notamment les travaux de Marco Berti et ce que ces territoires ont en commun. Parce que là, vous disiez, évidemment, il y a tous ces grands indicateurs qui montrent un déficit d'accès aux services publics, éducation, transport, etc. Vous disiez, Philippe Rio, que en fait, on l'a vu notamment dans la géographie des émeutes urbaines, révoltes urbaines de 2023. Mais déjà avant, pendant les Gilets jaunes, il y a beaucoup plus de mobilisation. Pardon, excusez-moi, je patauge un peu, mais je voulais dire ce chiffre. 63% des QPV ont connu à la fois des mobilisations pendant le mouvement des Gilets jaunes et les révoltes urbaines de 2023. Pendant les événements de Naël et l'après-Naël, dont d'ailleurs, le jour où c'est parti, pour la petite histoire, il y avait Catherine Vautrin et Jean-Loup Borloo qui étaient à Grigny, c'était pour les 20 ans de l'ANRU. Et voilà, la fin de la séance se terminait et on a appris le drame qui est intervenu à Nanterre. J'ai été très marqué, notamment dans mon intercommunalité, Grand Paris Sud, avec des villes qui n'étaient pas concernées par les phénomènes d'émeutes, de révolte, etc., des phénomènes de dégradation extrêmement forts. Pas très loin de chez nous, un peu plus bas, la ville de Montargis a été extrêmement touchée par les phénomènes. Et puis, au fur et à mesure, des études sont venues nous renseigner sur une géographie de la révolte qui était très différente de ce que nous connaissions jusqu'à présent, de ces villes symboles, où dans certaines, il s'est passé parfois peu de choses, voire très peu de choses. Y compris, je pense, en première couronne parisienne, villes comme Cachan, Fresnes, il y a eu des phénomènes extrêmement importants, puisqu'on a un réseau de collègues élus, et donc on s'informe les uns les autres. Et donc là, se dessinait sous nos yeux autre chose de ces villes moyennes qui avaient été percutées par les Gilets jaunes, par le mouvement des Gilets jaunes. Tout à l'heure, je suis venu en moto-taxi, c'était un peu difficile à venir avec les taxis et les Uber, là. Aussi un public qui n'a pas l'habitude de se mobiliser, qui vit plutôt en périphérie des villes. Là, je resterai que spatial. Et donc, c'est en train de se dessiner effectivement quelque chose d'un peu nouveau dans notre pays, où il y a des mouvements qui bougent ça et là. Et encore une fois, ça s'est travaillé... vous savez, dans ce pays, quand je parlais d'instrumentalisation politique et électorale, oui, il y a des forces centrifuges pour faire nation et des forces centripètes pour faire division et mener un combat. Moi, je trouve véritablement, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Hein. Là, je ne le suis pas trop, je me rends compte, je suis désolé. Mais il y a des forces qui travaillent à ça. Et je mets en lien avec la contradiction en fait, des Français et des Françaises. Il y a un baromètre qui est important, qui est le baromètre de la fraternité de l'IFOP, qui est en plus un baromètre qui a été créé il y a plusieurs années. Et donc, on permet de voir l'état d'esprit un peu des Français. Et les Français sont un peu à l'image de ce que l'on vit d'une France en crise qui se cherche, où les fractures existent, où elles sont... on souffle sur les braises pour qu'elles deviennent un peu plus béantes. Les Français mettent... Dans les devises liberté, égalité, fraternité, 12% des Français pensent que la fraternité est la valeur la plus importante. C'est la dernière en fait. 65% des Français pensent que la liberté, c'est la valeur la plus importante, 23% l'égalité et 12% la fraternité. Et le paradoxe, c'est que les Français veulent de la fraternité. Ils appellent à créer de la fraternité. 84% par exemple des Français considèrent que le pays est un pays de diversité. Parce que derrière le débat France des bourgs, France des tours, il y a un débat qui est de la couleur de peau. C'est celui-ci qui est instrumentalisé. Et le paradoxe de ce baromètre, je trouve qu'il est à regarder de près parce que 84% des Français pensent que notre pays est un pays de diversité, qu'il faut l'assumer et qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus tous d'efforts les uns les autres pour faire fraternité. Et je terminerai sur ce baromètre IFOP qui dit que
le premier cercle de fraternité, c'est celui de la famille, qu'ensuite c'est celui des associations, qui est un ferment, un ciment de la fraternité. Alors ça tombe bien, j'étais au comité interministériel des villes de Montpellier, j'ai entendu le Premier ministre dire que les associations étaient le cœur battant et le ciment de notre société française. Il y en a qui n'ont toujours pas touché leur crédit politique de la ville, mais me dit-on, ça va venir. Donc on y croit. Et le deuxième élément, le deuxième espace, qui est un espace politique, où les Français pensent qu'on peut faire fraternité et faire nation, ce n'est pas notre territoire national, ce sont les communes. Et donc on voit bien que se joue actuellement dans les récits un enjeu particulier qui se passe dans le monde associatif, dans la proximité et la quotidienneté, et dans les communes, ces espaces de petites républiques, où se joue aujourd'hui, je crois, un peu le destin de notre pays. Et on verra ce qui se donnera en 2026, si nous assistons ou pas, dans cette France des bourgs, à ce que certains redoutent, c'est-à-dire une vague brune. Max Rousseau, vous dites que justement, opposer ces deux France, ça nous empêche de voir ce qu'il y a de commun dans ce que vous appelez, vous, les territoires délaissés. Peut-être on peut finir comme ça avant que vous nous refondiez, enfin vous nous appeliez à la refondation de la data. J'ai un petit peu peur. Qu'est-ce que ça serait les points communs? Alors si on pensait totalement différemment, pas ruralité versus urbanité, mais c'est quoi un territoire délaissé? Je crois que vous parlez il y a des ensembles perdants, en fait. Oui, alors donc, merci pour la question. Effectivement, donc dans le numéro qui explique ma présence ici, donc coordonné avec Renaud, ici présent, donc je vais faire attention à ce que je dis, sinon il va sauter sur scène lui aussi, Vincent Béal et Thomas Kirsbaum, on utilise ce concept de Left Behind Places, qui est un concept dont on ne revendique pas la paternité, mais qu'on importe dans les débats français, qui est un concept qui a été créé par des géographes économiques britanniques suite au double coup de tonnerre qu'est l'élection de Trump et le Brexit en 2016, où là on comprend que la crise du néolibéralisme qui advient à partir de 2008 va plutôt bénéficier sans doute à l'extrême droite. Et donc ces géographes vont faire un parallèle entre des zones géographiques, des régions, et cette montée, vous montrer effectivement que cette montée de l'extrême droite générale en Europe et aux États-Unis, ou de la droite radicale, enfin peu importe, populiste, émane de territoires spécifiques. Pas forcément les territoires de faible densité, mais plutôt... Alors, et voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué. L'industrie, elle n'est pas seulement présente dans les villes. La France, qui supporte avant tout l'extrême droite, c'est le quart nord-est, disons le triangle Lille, Paris et Strasbourg, pour le faire très simple, avec effectivement des zones qui sont des zones en grande difficulté, mais qui ne sont pas des zones de petite agriculture, qui sont des zones avant tout de petite industrie, de métallurgie, d'agroalimentaire, de travail du bois, etc. etc. La France du sociologue Coquard. Voilà. Donc ça fait partie effectivement des territoires délaissés par les restructurations globales. On a fait un petit terrain à Vitry-le-François, par exemple. On voit bien effectivement l'impact à chaque rachat d'entreprise. Ça se traduit par des pertes d'emplois. Donc oui, l'emploi, c'est sans doute ce qui va caractériser avant tout les territoires délaissés, le problème d'accès à l'emploi. Ça peut être un problème géographique, il n'y a plus d'emploi dans la ville ou dans le village, donc comment on fait? Ça peut être un problème, il peut y avoir une disponibilité d'emploi, mais on n'y a pas accès en raison des discriminations, ce qui va être un autre type de difficulté d'accès à l'emploi qu'on va plus retrouver peut-être dans les territoires proches des grandes villes. Donc ça, c'est le premier problème. Un deuxième problème, ça va être bien sûr le recul des services publics ou leur dégradation. On prend l'exemple, par exemple, dans notre édito des indices de position sociale qui permettent de mesurer la capacité des collèges à faire réussir, si je puis dire, les enfants. C'est une mesure de l'environnement social qui est plus ou moins favorable à la poursuite des études. Et on voit que la Seine-Saint-Denis est le premier, donc le plus durement touché par la discrimination scolaire, suivi des départements de l'Aisne, de mémoire des Ardennes et de la Haute-Marne, où précisément il y a eu un meurtre avant-hier, par hasard. Donc on a effectivement ce cumul d'indicateurs négatifs. On a également un recul des services publics et on voit très bien, et ça c'est des enquêtes européennes assez précises qui le montrent, que plus les services publics reculent, plus le ressentiment augmente, et ça va se traduire pas seulement par une montée de l'extrême droite, mais avant tout par une apathie politique qui va prendre la forme de l'abstention. L'abstention devenant le premier parti dans ces territoires, et ça dépasse largement les frontières de la France. Alors,
La seule question du public à ce stade, ne soyez pas si timide. Faut-il mutualiser, fusionner l'ANRU et l'ANCT? Alors, c'est très direct. Vous voyez, est-ce qu'on a besoin d'étendre les compétences de l'ANRU à tous les territoires délaissés? Est-ce qu'il faut imaginer une grande agence de l'aménagement du territoire? Est-ce qu'il faut inventer des spécificités? Vous parliez de toute cette ingénierie, tout ce savoir-faire voilà, de l'agence. Que faire? Je dois donner une réponse. Moi, je voudrais que vous posiez une question à la salle. C'est une question de la salle. Ah, c'est une question de la... C'est vrai? C'est une question de la salle. Faut-il mutualiser ANRU et ANCT? J'en sais rien. Je sais qu'il faut refaire de l'aménagement du territoire. Que le piège qui est devant nous est gros, que nous savons d'où il vient, que nous avons les compétences dans ce pays pour y faire face, et qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une décision politique. La première décision politique, c'est de lancer une mission de préfiguration pour continuer l'ANRU. Ah, c'est clair, c'est ça le sujet. Et donc, le piège sous-jacent à ça, c'est de dire oh, mais qui va manger qui? Et là, ça va être, pardon à tous les directeurs, qui va manger qui? Le sujet, il n'est pas de qui a mangé qui. Moi, je travaille avec la NCT, je travaille avec l'ANA, j'ai les plus grandes opérations d'intérêt national de copropriété dégradée, et je travaille avec l'ANRU très bien. Qu'importe qui mange qui. La question, c'est quelle est l'organisation la plus efficace? Et l'organisation qui sera à Grigny, ça ne sera pas la même qui sera au centre-Bretagne. Ça ne sera pas la même qui sera dans les Cévennes dans lesquelles j'étais il n'y a pas longtemps avec la maire de Grande-Combe ou de Sandrars. Ça ne sera pas la même autour de la métropole Tiens, parce que j'y étais aussi de Clermont-Ferrand. Ou dans les problématiques autour de Bordeaux. Et début juillet, je vais aller en Dordogne pour aussi parler des problématiques de ruralité, de villes moyennes, etc. etc. Donc, il y a l'urgence, c'est la volonté politique de faire de l'aménagement dans ce pays. Et donc, que ça soit par une agence qui s'appelle Tartampion, etc., qu'importe. Voilà, Agence nationale des ruralités et de l'urbain. Chiche, avec un E. Des territoires délaissés, on a dit. Oui, des territoires. C'est refaire de l'aménagement, tout simplement. Encore une fois, ça ne nous coûte pas cher. En tout cas, ça coûte beaucoup plus cher. S'il y a un investissement d'avenir à faire, il est là à faire pour notre pays. Ça nous coûtera toujours plus cher de ne rien faire. C'est évident. Donc, voilà, moi, j'attends demain, j'attends une décision politique qui soit claire et ferme. Si c'est repoussé au calendrier grec, je le dis, c'est courir le risque de 2027. Aider, c'est casser des dynamiques qui sont à l'œuvre. Parce que si on casse les thermomètres, si on casse les outils, on s'en prend pour 10 ou 15 ans avant de repartir. Et là, je trouve qu'il est encore temps. Et je dis, casser un outil qui fonctionne, qu'il faut toujours adapter, bien évidemment. J'entends toutes les critiques, je les vis, les tableaux Excel, tous les trucs, c'est long, c'est machin. Bon, qu'on arrête un peu, quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un petit peu, mais c'est pas vrai quand même. Alors ça, c'est une question pour vous. Quelle est l'échelle de collectivité compétente pour animer ou porter une politique d'aménagement du territoire? Il reste 2 minutes 58. Merci beaucoup pour cette question. D'abord, il faut le retour d'une volonté politique nationale. Il faut des orientations politiques nationales. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et le stop and go ou les à-coups successifs qui font semblant de faire de l'aménagement du territoire sont des fausses solutions. Effectivement, on disait, Germe commence des petites stratégies qui doivent être durables aujourd'hui, parce qu'un territoire et un récit et une destinée d'un territoire ne se changent pas à coup d'appel à projet de tous les 3 ans. Ce n'est pas vrai. On se ment. Donc arrêtons de nous mentir. Disons-nous qu'il faut du temps pour changer les choses, y compris les inégalités éducatives. Je suis bien placé, je dois avoir les IPS comme la Seine-Saint-Denis les plus pourris. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'il nous faut du temps dans ce pays. Mais il faut un autre récit politique, un récit volontariste, de se dire que c'est possible d'un investissement massif pour changer les choses. Et c'est ça qu'on attend. Il peut y avoir demain, je l'espère et je le redis, quelque chose. Une agglo, c'est importante. Une ville, c'est important. Pour ceux qui ont posé la question, tout ça, c'est important. Ouais. Département et région, je pratique moins, moi. Mais donc, joker. Allez, une question bonus assez amusante. Comment faire que la France des tours devienne aussi désirable que la France des bourgs? C'est-à-dire comment faire venir des gens dans la France des tours? C'est pas une question très simple.
Juste peut-être pour revenir sur cette histoire de politique d'aménagement, si je peux détourner un peu la question. Allez-y, allez-y. Ouais, Non, mais oui, juste pour dire, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de voix qui sont en train de s'élever pour défendre ça. Ça risque d'être quand même un peu compliqué parce que juste l'État français n'a plus rien à voir avec l'État français des années 50-60. Et à l'époque, l'État était surpuissant, beaucoup d'entreprises étaient nationalisées, c'était un pays industrialisé, tout ça a disparu. Donc il faudrait la réinventer. Un autre élément important, c'est que également culturellement et socialement, le pays a changé. Les gens sont en demande de politique, de participation, et donc c'est difficile d'envisager une stratégie top-down telle qu'elle pouvait l'être. On pourrait envisager par contre des politiques plus contextualisées qui respecteraient davantage les spécificités des territoires locaux. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Le mot de la conclusion. Bourg et Tours. Il faut qu'on continue à construire un imaginaire positif sur la France des Tours dans ce pays. Aujourd'hui, on a un défi médiatique, on a un défi d'imaginaire collectif où la banlieue et les Tours sont toujours perçus négativement. Moi, je vais terminer sur une bonne note. J'ai été très surpris ces derniers temps de voir que sur une télé publique qui s'appelle France 2, il y ait un prime time sur un documentaire fait par un journaliste qui a lié deux mots assez étonnants à voir, banlieue et paradis. Ma banlieue, mon paradis. Et puis, certains m'ont montré une exposition qui se passait à Paris, Porte Dorée, avec des images de la Grande Borne notamment. Banlieue chérie. Banlieue chérie. Et je me dis, tiens, ça commence à changer quand même. C'est pas banlieue pourrie, c'est pas banlieue c'est chim, c'est banlieue mon paradis et banlieue chérie. Et là, je me suis dit, mais il y a un truc un peu sympa, on commence à être un peu écouté autrement. Donc voilà, c'est des petites étoiles filantes. Ce matin, Fabien Truong était là, avec le livre qu'il a fait et le temps qui passe dans les médias. J'ai aussi, je trouve qu'il y a une autre musique qui commence à passer. Alors bien évidemment, c'est le début d'un commencement de quelque chose, tout ça. Mais je trouve que là, sur un temps assez... voilà, ma banlieue, mon paradis, ou ma banlieue, ma chérie, mon chéri, je trouve qu'il y avait un regard médiatique qui commençait un peu à changer. Donc voilà, ce récit imaginaire, il faut qu'on le gagne encore. Je trouve qu'on a beaucoup progressé. Ça n'enlève rien de la réalité très difficile des habitants. Un peu bien placé pour le savoir. Mais voilà, à l'échelle de ce pays, il faut que cet imaginaire soit beaucoup plus puissant. Moi, je suis content que La Haine soit une comédie musicale qui passe dans le 92 et qu'il y ait des initiatives qui se passent où la banlieue vient sur le devant de la scène. Ça fait partie des combats un peu invisibles qu'on doit gagner impérativement pour faire réconciliation nationale. Merci beaucoup à tous les deux, Max Rousseau et Philippe Rouillot.